Vous voulez manger quoi? Bah écoute, je peux manger tout. Moussa Ngomouben Abignon, que la paix soit avec vous, vous qui me faites l'aumône à tout moment et à chaque fois de regarder, de prendre 10 secondes, de prendre 1 minute pour regarder ou suivre ces vidéos que je peux faire comme ça sur le vif ou à partir d'un fait préoccupant de l'actualité camerounaise, africaine ou de sa diaspora. Et là, en l'occurrence, je voulais parler de cette réaction qui est assez singulière, hein, du porte-parole des Mesquinois, dont nos compatriotes de la partie septentrionale, plus précisément de l'arrondissement de Marois 1er. Il y a un Lamida là-bas, dans l'arrondissement de Marois 1er, donc c'est une chefferie de 2e degré dans l'ordre administratif camerounais. Cette chefferie de 2e degré porte le nom du Lamida de Mesquine, donc dans le département du Diamaré, dans la ville de Marois, l'arrondissement de Marois 1er, eh bien, il y a ce Lamida-là. Et alors, ce Lamida est venu à nous, à percuter l'actualité camerounaise il y a quelques jours avec un fait de populations qui ont massivement, comme ça, qui sont déportées et qui ont chahuté, on va dire, pour utiliser les mots convenables, une délégation qui était venue de Yaoundé, une délégation ministérielle qui était accompagnée d'autorités administratives, dont le préfet du Diamaré. Lequel préfet du Diamaré, M. Ekwa Mbarga, a donc pris un communiqué à la suite, effectivement, de ce qu'il a qualifié d'incident, avec un propos absolument dur, un propos absolument méprisant, un propos qui était condescendant à l'égard des populations qui sont ses administrés. Et donc, dans ce propos-là, le préfet du Diamaré a qualifié les populations donc, qui étaient massivement mobilisés par le Lamido, les autorités administratives et les responsables du RDPC, c'est parce que ce triptyque marche ensemble dans notre pays, fort malheureusement, pour à l'effet d'accueillir la délégation ministérielle. La première ambiguïté de cette question, c'est quoi? Une délégation ministérielle qui est conduite par le ministre Motazé des Finances, qui vient dans le Diamaré, en l'occurrence à Marois, ou qui vient visiter l'Amido, là, celui de Mesquine, qu'est-ce qu'elle vient faire? Est-ce que le ministre Motazé se rend dans le Diamaré comme membre du gouvernement ou comme membre du RDPC? Lui, comme monsieur Obama, qui est son collègue en charge de la décentralisation, et bien d'autres. Ça s'appelle des moyens exorbitants, que ce soit dans le droit des affaires ou de manière beaucoup plus simple dans l'éthique politique. Eh bien, quand vous utilisez les moyens de l'État pour favoriser un camp, un candidat, en l'occurrence le candidat Paul Biya qui est le candidat du RDPC, ce sont des moyens déloyaux. C'est-à-dire que si on était dans le droit des affaires purs, ce sont des moyens déloyaux. Ça s'appelle une concurrence déloyale. C'est-à-dire que vous utilisez des moyens exorbitants, des moyens qui sont à la disposition du collectif, donc de la collectivité, en l'occurrence des moyens de l'État, les autorités administratives, pour, dans le cas d'espèce, vous savez, dans le droit administratif camerounais, je ne l'apprends à personne, la neutralité de l'État, ça a un sens.
à moins effectivement que comme on a enlevé tout sens aux choses, comme on a écarté la norme et normalisé l'écart au sens d'Atebayene ou de Mononzana, eh bien les gens et les uns et les autres peuvent considérer que c'est normal. Non, ce n'est pas normal, il faut pouvoir le dire. Et là, ce qu'il s'est passé à Meskine nous renseigne davantage sur ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus à la fois un conglomérat de peuples, puisque ce qui est appelé nation, c'est qu'à un moment, vous estimez que ce qui vous caractérise de manière singulière va être moins important, peut-être valorisant, il n'y a pas de problème, mais moins important que ce qui vous regroupe de manière collective. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre pays, vous avez donc des personnes qui peuvent allègrement, parce qu'elles sont une autorité administrative, parce qu'elles ont cette position-là, considérer que ceux qui expriment leur désarroi, leur courroux, leur colère même, mais sans poser le moindre acte répréhensible, que ces gens-là sont des drogués. Il y a une artiste qui a chanté Pala Pala, vous connaissez le succès de Mani Bella. Il y a aussi des artistes, bon, pour ceux qui sont des locuteurs de la langue douala, qui disent Pungu, Pungu, Moussidodi, Pungu, Moussidodi. C'est-à-dire que le désordre n'est pas bien. Le désordre justement n'est pas bien. Et le désordre vient à la fois, et c'est le sens effectivement de mon propos, le désordre vient à la fois de quoi? De ce que l'autorité administrative peut traiter son compatriote de véreux, donc l'acteur politique véreux, oiseau de mauvais augure, les politiciens en mal de visibilité, donc manque de respect, condescendance, mépris total, et d'un autre côté considérer que ceux qui se mobilisent, ceux qui ne sont pas contents sont sous l'effet de drogue ou de stupéfiants. Non, monsieur le préfet, monsieur Ekwambaga, on n'est pas sous l'effet de drogue et de stupéfiants quand on exprime. D'abord, c'est un droit citoyen au sens constitutionnel du terme. Je pense que quand on a fait l'École nationale d'administration et de magistrature, ce sont des principes de base du droit constitutionnel. C'est-à-dire que la question du préambule de la Constitution, qui est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, dans lequel un pays proclame ses valeurs. L'attachement à un certain nombre de valeurs, de normes internationales. Le Cameroun, oui, dans le cas d'espèce, a ratifié un certain nombre de conventions internationales, a ratifié des traités, et puis aussi des déclarations qui ont donc la forme de traités ou de conventions. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, ou la Charte africaine des droits de l'homme, ratifiée par le Cameroun. Et donc, dans la hiérarchie des normes juridiques, ça veut dire que quand vous prenez un escalier comme ça, pour remonter premier, deuxième, troisième, quatrième étage, vous avez au-dessus les normes internationales ratifiées par le pays, vous avez à l'étage en dessous la Constitution, et puis l'étage qui va suivre la Constitution, les lois et les règlements, les ordonnances, les décrets qui sont votés par l'Assemblée nationale, promulgués par le président de la République, ou les actes pris donc par le président de la République, les autorités administratives, le Premier ministre, les décrets. Donc la hiérarchie des normes juridiques. Et donc, dans le cas d'espèce, puisque le Cameroun a ratifié ces conventions-là, nous sommes assez obligés même de respecter ces valeurs. Et que quand on est un préfet, une autorité administrative, on ne peut pas comme ça, délibérément et tout le temps, et je ne veux pas dire impunément, mais sans conséquence, insulter les populations, les mépriser autant qu'on le voit tous les jours par la bouche du ministre de l'administration territoriale et donc des autorités administratives qui sont sous son autorité. Et puis la première personne qui l'a fait, c'est le président de la République. Le président de la République, quand il s'exprime concernant ses adversaires politiques, les traite de petits partis politiques, traite les autres d'oiseaux de mauvais augure ou d'apprentis sorciers. Non! Dans le langage politique, dans la correction politique. Parce qu'il y a un débat en profondeur. Il y a un philosophe historien camerounais célèbre, Achille Mbembe, qui s'est rappelé à l'actualité avec une intervention sur une question qui concerne les relations à la fois intercommunautaires et la perception identitaire qu'on a sur un certain nombre d'ethnies, notamment celle de l'Ouest Cameroun, de l'Est Cameroun qui est le peuple bamileke. Bon, je vais passer là-dessus parce que puisque je me suis déjà exprimé sur ces questions-là, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Donc c'était une parenthèse pour dire que la question de l'éthique, on la discute et il faut la discuter. Parce qu'on a appris aux populations, et même c'est entré dans les mœurs au Cameroun, que en fait la politique, c'est quoi? Dans la langue bamoun, on dit mbi, c'est-à-dire que mbi c'est le jeu. C'est-à-dire que mbi, et ce n'est même pas le jeu au sens de divertissement, au sens de distraction. Mbi, c'est, vous savez, le ludo par exemple, quand on joue au ludo, c'est quelque chose qui se réduit à ce ludique-là. Et même quand c'est ludique, bon, encore ça va. Mais quand on dit ntang au sens de
Donc, hypocrisie, duperie, dol, c'est-à-dire tromperie. C'est ça. Donc, en fait, on a réduit, puisque le Premier ministre Assidi Achou avait parlé de Ndjangi, donc une tontine, Monsieur Frédéric Kodok s'accrochait au serpent, et vous avez vu Monsieur N'Djamène Célestin, mais toute honte bu, sans vergogne, mais passer comme ça, basculer comme ça, et au lieu même que les gens puissent s'amender, préparer l'opinion en disant, écoutez, voilà d'où je viens, etc. Mais les gens sont d'une arrogance crasse. Pourquoi? Parce qu'on est le produit de son milieu. On n'est que le produit de son milieu. Et que là, nos hommes politiques, nos politiciens sont le produit de notre milieu. Si les Camerounais considèrent la politique comme étant quelque chose qui relève de la tromperie, de la duperie et du dol, et non une compétition à l'effet d'avoir le pouvoir qui soit au niveau local, dans les communes, dans les régions et au niveau national, au gouvernement, pour implémenter des politiques publiques qui changent la vie des gens, qui change la vie des Camerounais. C'est ça la politique. Et dans la science politique, on distingue généralement, et ça a évolué, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, et même dans les pays africains, des théoriciens, des doctrinaires de la science politique, qui distinguent désormais deux expressions anglo-saxonnes, la politics et la policy. La politique, c'est la compétition électorale, comme celle qui se prépare au Cameroun avec cette période de pré-campagne électorale et qui va dans quelques jours, avec l'ouverture de la campagne électorale, voir les acteurs politiques présenter au peuple quelle est leur vision, comment ils voient le pays. Et c'est ça la politique. C'est-à-dire que la politique, vous avez chacun qui a une offre programmatique dit, moi, je souhaiterais que la décentralisation soit renforcée, je souhaiterais que le fédéralisme soit la solution aux problèmes de gestion ou même aux problèmes identitaires au Cameroun. Je pense que le budget de l'État peut être mieux réparti. Je pense qu'avec le budget actuel, on peut franchir un pas supplémentaire, obtenir des gains de croissance pour le Cameroun et permettre effectivement de réaliser nos objectifs d'émergence. Je pense qu'il faut radicalement changer de paramètres, qu'on est en train de jouer sur les paramètres, mais il faut changer simplement, pas les paramètres, mais changer le logiciel. Donc c'est ça la compétition électorale, l'offre programmatique. Bon, la compétition électorale ayant été dévoyée précisément, donc la politique ayant été dévoyée, avec ceux qui considèrent qu'on n'a pas besoin de proposer, on a besoin de donner, de distribuer de l'argent, d'acheter, ou bien d'utiliser les moyens de l'État, comme on dit, pour rétribuer. C'est le cas de partis qui ont été des partis historiquement au pouvoir en Afrique, où à partir du moment où le pouvoir central pouvait rétribuer en distribuant des postes, je rappelle que les présidents de la République dans plusieurs constitutions africaines, notamment celle du Cameroun, sont ceux qui nomment aux emplois civils et militaires. Et donc la plupart de ceux qui constituent l'élite de ces pays-là tiennent leur pouvoir du décret du président de la République. C'est ce qui a expliqué le propos de Jacques Famendongo qui avait dit qu'ils sont des créatures de Paul Biya. Et là, en l'occurrence, c'est un propos réaliste puisque c'est vrai. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez être dans votre position sociale. En fait, vous, un secrétaire d'État, un ministre délégué, un ministre d'État, un vice-premier ministre ou un premier ministre, eh bien, à partir du décret, vous changez de statut. Et vous devenez donc un homme important dans la société, au point même où, à partir de cette position, vous pouvez être considéré comme potentiellement présidentiable en fonction, effectivement, des résultats de votre action. Donc voilà comment, dans la perception la perception commune, la politique est perçue au sens de cette politique-là, qui devait être la politique, la compétition électorale qui permettrait effectivement aux uns et aux autres de présenter leur programme et de dire au peuple, moi je présente ceci pour pouvoir être en mesure de changer votre vie, changer notre quotidien ensemble. Donc politique qui est la compétition électorale. Et puis il y a la policy. Les policies sont les politiques publiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez donc un pouvoir, vous avez accédé au pouvoir, vous êtes devenu maire, vous êtes devenu député, vous êtes devenu président de conseil régional, vous êtes devenu ministre, nommé par un gouvernement élu, nommé par un président élu, donc un gouvernement qui est mis en place. À partir de ce moment-là, vous allez donc penser à comment organiser, aménager et mettre en pratique ce que vous avez promis. Ça s'appelle les politiques publiques. Et donc, une administration donc, se met en branle pour construire cela, permettre que cela soit possible. Et là, les politiques publiques sont donc destinées à traduire de manière concrète ce que la politique, comme j'ai dit tout à l'heure, la politique et la policy. Politique, compétition électorale, policy, politique publique. Et donc là, on ne peut pas parler simplement de Ndjangi.
de serpents ou quoi que ce soit, ou de politiciens véreux, ou d'oiseaux de mauvais augure, d'apprentis sorciers. On parle de façon respectable de gens qui aspirent à changer la vie de leur population par l'effet concret de politique publique, après avoir gagné l'élection dans la compétition électorale. Voilà cela. Voilà la question. Et que si le propos qui était le nôtre, que ce soit les acteurs publics, dans l'opinion, parce que dans la fabrique de l'opinion, il y a plusieurs acteurs. Il y a les médias qu'on appelle communément le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, des acteurs nouveaux depuis une dizaine d'années dans le monde et notamment en Afrique. Vous regardez la diplomatie qui se passe sur Twitter, par exemple, ou l'effet effectivement de ce qu'on a appelé les activistes ou les influenceurs sur la population, notamment africaine, ou dans d'autres pays. Regardez l'élection en Roumanie, l'élection aux États-Unis, l'élection en Hongrie ont montré le pouvoir assez important, pris et progressivement important que prennent les réseaux sociaux justement dans la construction des opinions politiques, dans la fabrique de l'opinion. Et donc là, on ne peut pas être dans une façon de réduire, certains appellent ça le réductionnisme, ce sont des propos justement qu'on peut emprunter à des penseurs, des concepteurs, ce que vous voulez, des doctrinaires de la science politique. On réduit ou on simplifie à l'extrême les choses par populisme au sens dévoyé du terme, je l'entends, parce que le populisme n'a pas commencé par être un terme galvaudé, un terme péjoratif. Non, le populisme, c'était quelque chose qui considérait qu'il fallait que les attentes du peuple organisé et structuré et légitime devaient être incarnées et portées par des groupes politiques ou des figures politiques. À la base, c'est cela. Le populisme, ça vient de la gauche, hein, des gauches à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e siècle, quand la révolution industrielle a commencé à poser des problèmes avec la création de syndicats. En France, c'est les lois Waldeck-Rousseau ou aux États-Unis, les trade unions, les syndicats qui revendiquaient des conditions salariales beaucoup plus avantageuses pour les travailleurs. Et donc à partir de ce moment-là, un courant de gauche s'est forgé. Il y avait Marx, Engels qui avait déjà théorisé un certain nombre de points, Proudhon qui était justement pour que justement ces luttes-là prennent un accent révolutionnaire. Et puis dans certains autres pays, on a pensé que en termes populistes, il fallait que les revendications du peuple soient portées comme celle-là. Donc le terme populiste, effectivement, aujourd'hui, il renvoie à des personnes effectivement qui sont dans une forme de démagogie pour avoir une popularité qui leur permette d'arriver au pouvoir. Bref, encore une autre parenthèse. Je fais plusieurs parenthèses parce qu'il s'agit aussi d'éducation politique et citoyenne. On l'a pas assez fait. Malheureusement, on l'a pas assez fait à tort, et c'est pour cette raison que nous avons, que ce soit pour nos dirigeants, ou que ce soit pour nous citoyens camerounais, une conception à la fois réductionniste de la politique, mais aussi galvaudée mais terriblement prosaïque. C'est-à-dire que quand vous parlez de politique, même dans la famille, même quand vous parlez de politique dans la famille, on l'assimile à cela. Or non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que ce que les gens peuvent penser. C'est pour cette raison que le préfet du Diamaré, quand il peut insulter allègrement les populations, en fait, il ne se rend pas compte qu'il est en train de faire un tort. Mais un tort, mais aux conséquences terribles. Terribles à ce que nous sommes en train de construire en termes de destin collectif. Donc il y a eu à ce communiqué du préfet qui après ce cri de colère de la population le 27 août, donc sur l'esplanade de la cour du Lamida de la chefferie de 2e degré, donc du Lamida de Miskin Amara Ier. Donc il y a eu une réaction, celle du préfet, Kwambarga, comme je le disais tout à l'heure, qui a littéralement conspué par mépris les populations en considérant que ce qu'ils avaient fait, c'était sous l'effet de drogue, de stupéfiants, et qu'ils sont manipulés par des politiciens, des acteurs politiques véreux et en manque de visibilité. Non, monsieur le préfet, quand un acteur politique se déploie sur le terrain, il n'est pas d'abord véreux et il n'est pas d'abord en manque de visibilité. Ce n'est pas vrai. Et puis il y a donc une réaction. La réaction, c'était celle de qui? C'était celle du porte-parole des Meskinois, monsieur Amadou Amidou, je crois, un compatriote donc du Septentrion, qui est porte-parole de Meskinois, donc de ce Lamida de 2e degré, donc de cette chefferie de 2e degré qui est implantée dans l'arrondissement de Barrois Ier.
et qui répond au préfet précisément en disant que non. Et il se réserve le droit de porter plainte en diffamation au préfet du Diamaré parce que personne là n'était sous l'effet de drogue. Personne là n'était sous l'effet de drogue, personne là n'était sous l'effet d'une manipulation, personne là n'a été instrumentalisé par personne. Et c'est l'une des premières fois qu'on voit cela. C'est-à-dire qu'un préfet qui écrit, publie un communiqué et qui a une réaction qui soit respectueuse comme celle de M. Amadou, sont celles de ce porte-parole Meskin Sewota, donc de la parole de l'association Meskin Sewota, donc il est porte-parole de cette association-là, et qui dit au préfet, monsieur le préfet, non, nous ne pouvons accepter que vous nous traitiez de la sorte. Nous ne pouvons accepter que ce qui était une mobilisation faite par l'AMIDO pour accueillir la délégation gouvernementale, on a demandé, comme d'habitude à ces populations qui sont corvéables à merci, de venir se masser pour accueillir cette délégation gouvernementale. Eh bien, d'après ce que dit M. Amadou, eh bien, il y a eu des retards de plusieurs heures et puis les populations qui étaient là, fatiguées, éreintées, qui n'en pouvaient plus, ont effectivement exprimé et manifesté une colère. Est-ce que manifester la colère est malsain? Est-ce que manifester sa colère ou son désarroi est criminel? Est-ce que manifester sa colère est punitif? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. On ne peut pas, mais comme ça, sans cause, sans raison, décider que les populations camerounaises vont être éternellement sous ce joug-là et qui a créé en nous et qui a instillé en nous une peur, une autocensure donc par conséquent, et puis aussi des gens qui considèrent la politique, je le disais tout à l'heure, et qui n'ont pas distingué en politique, c'est-à-dire que la compétition électorale et les politiques publiques pour changer la vie des gens. Regardez les pays où le président Paul Biya, les ministres viennent se soigner. Combien de ministres se soignent au Cameroun? Il n'y en a pas beaucoup. Ils peuvent se soigner au Cameroun, peut-être qu'ils peuvent avoir un médecin pour un suivi, mais ils ne se soignent pas là-bas. La plupart des budgets, des perceptions, les PIRI du Cameroun à l'extérieur, ces budgets sont consacrés aux évacuations sanitaires. Ceux qui s'intéressent à ces questions le savent. Les évacuations sanitaires. Pourquoi on évacue à l'étranger des personnes qui sont censées construire, bâtir, structurer, développer des politiques publiques en matière de santé chez nous, pour qu'on puisse rester chez nous et se soigner dans nos pays? Eh bien, c'est parce qu'ils viennent dans des pays où les politiques publiques en matière de santé permettent précisément que les Français, les Allemands, les Suisses, les Américains, les Polonais puissent se soigner convenablement. C'est la politique. C'est donc les politiques publiques de ces pays-là. De ces pays-là. De ces pays où la plupart, sinon la totalité des dirigeants de notre pays, le Cameroun, se soignent. Le ministre de la Santé, par exemple, nous a vanté les mérites du plateau technique camerounais. Mais le plateau technique camerounais ne prend pas en charge la première personnalité du Cameroun. Le plateau technique camerounais. Le plateau technique camerounais ne prend pas en charge la deuxième personnalité de la République, le président du Sénat, qui est tout le temps au CO, qui est en Suisse, en hospitalisation permanente. Le plateau technique camerounais ne prend pas en charge les principales personnalités qu'il y a chez nous. Non, le plateau technique camerounais ne le prend pas en charge de manière convenable. Et il faut qu'on se dise les choses de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand vous avez donc un pays où le rapport que le préfet a avec les populations, c'est le rapport de condescendance, de mépris et même d'insulte, comme dans le communiqué du préfet du Diamaré du 27 août, sur les événements du 27 août, eh bien, cette réponse-là, qui est apportée donc par le porte-parole des Meskinois, M. Amadou Amidou, elle est une réponse qui est citoyenne. La citoyenneté est ce qui change le rapport entre les dirigeants, les autorités administratives et les populations. Nous ne sommes pas que des habitants d'un pays. Quand vous avez une république, vous n'êtes pas un sujet, vous êtes un citoyen. Et même dans la suggestion, regardez en Angleterre, le sujet du roi d'Angleterre n'est pas son obligé au point où il peut poser la tête sur lui. Non, ça a beaucoup évolué. Beaucoup de choses ont changé de ce point de vue-là. Les mœurs ont changé, même dans les monarchies. Même dans les monarchies. Là d'ailleurs, la monarchie anglaise, en cela, qui s'est inspirée d'autres monarchies dans le monde, parce que la Magna Carta en Angleterre, la Magna Carta qui justement, qui est ses prémices
de droit de l'homme qui correspondait à peu près à la charte du Mandem, la charte de ces serments du chasseur de Kouroukan Fara, qui est considéré comme le premier texte en matière de droits de l'homme au Cameroun. C'est en 10 points, c'est entré sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une charte qu'on doit à l'Empire du Mali. Vous savez, cet empire qui a succédé à l'Empire du Ghana, à différents empires, à de grands empires justement, de ce côté-là, de Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Guinée et puis Mali. Bon, ça correspondait à peu près. C'est-à-dire que à Oudagos, de Songhai, vous avez les empires... les empires soninké, les empires malinké, les empires du Ghana, les empires Peul du Massina, vraiment qui correspondent à cette période historique qui est une période dite médiévale de l'Afrique. Donc c'est le tout début des années, entre les années 500 et les années 1500 sur le continent africain, vraiment commence à se développer. Donc bref, bon, c'est un élément de culture historique pour dire que même dans les cultures monarchiques, puisqu'on parle d'empire, on parle de roi, on parle d'empereur, vous voyez des gens qui font une charte comme celle de l'empire du Mandé, donc la charte de Kouroukan Fara, pour dire que tout homme est homme, qu'il faut respecter l'intégrité physique de l'homme, qu'il faut respecter l'intégrité morale de tout homme, qu'il faut respecter un certain nombre de choses. C'est tout être humain. Je dis c'est ça dans les monarchies. À plus forte raison dans une république. La Magna Carta anglaise, c'était dans une monarchie. La charte de Kouroukan Fara, c'est dans une monarchie du Mandé. Et puis, en France, avant la Révolution française, vous savez, dans les systèmes féodaux, on a souvent pensé que le roi était absolu. Mais il y avait des contre-pouvoirs déjà qui se développaient, même au sein de monarchies, avec une légitimité de droit divin, entre guillemets, avec une structuration de la société voilà, une structuration de la société telle que vous avez les seigneurs qui ont un rapport de vassalité, donc de domination avec les populations en échange de protection. Ils travaillent pour les seigneurs et en échange de protection, eh bien, ils sont devenus des vassaux. Donc ce sont des suzerains et à chaque fois, tu es le suzerain, tu es le vassal d'un autre, puisqu'on avait des seigneurs qui étaient des vassaux d'autres seigneurs. Et donc en fait, là, il y a une complexité qu'il faut apprendre aux populations. Et je vois, là, quand je regardais un tout petit peu, Martin, merci mon cher Pierre, d'évoquer le Kanem Bornou. Oui, le Kanem Bornou. On peut parler allègrement de ces exemples-là de lieux dans le monde, de culture dans le monde, d'empires dans le monde, que ce soit dans la géopolitique des empires, dans la géopolitique de ce qu'a été la gouvernance des populations dans l'histoire, dans son histoire géopolitique, eh bien, vous allez voir une histoire politique, une histoire de la gouvernance des populations. Vous allez voir que ce n'est pas toujours si simple. Hein. C'est-à-dire que la sujétion des populations n'est pas un rapport de domination totale sur les gens. Les contre-pouvoirs, ça existe. Regardez un peu en pays bamileke ou dans l'Ouest Cameroun, Bamoun, Bamileke sort. Ce qu'on appelle le comme vous, c'est-à-dire que le Conseil des 9, le Conseil des 7, c'est généralement un des nombres impairs qui, après délibération, il y a un dernier mot qui peut revenir au monarque, mais et ce monarque-là, il est aussi obligé de ceux avec qui il avait signé le pacte fondateur à la fois du royaume ou de la fédération, comme c'est le cas par exemple en pays Bamoun. Vous avez aussi dans d'autres royautés de l'Ouest Cameroun ces contre-pouvoirs qui font que le roi, le chef traditionnel, ne peut pas tout faire. Ne peut pas tout faire sans l'assentiment, même d'un certain nombre de notables. Je dis que même dans l'ordre traditionnel actuel, qui peut être un ordre traditionnel folklorique ou un ordre traditionnel de principe, regardez ces principes-là. Il faut vous intéresser. Il faut que les Camerounais s'intéressent à la marche à la fois du monde et de leur monde, qu'on réfléchisse en profondeur sur nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que les autorités administratives ou le président de la République au Cameroun peut s'adresser de manière condescendante aux autres. Parce qu'en fait, en réalité, comme les gens se désintéressent de la politique, parce qu'on la considère comme étant un jeu, le Ndjangi, le pouce-pion, le damier, un jeu de dames, le ludo, 3x1, etc. Donc les gens pensent que tout est dû à l'autorité administrative, tout est dû au préfet, tout est dû au sous-préfet. Le préfet encadre, le préfet est garant de la loi, mais le préfet n'est pas celui qui initie. Le
préfet n'est pas celui qui suscite la colère. Le préfet n'est pas celui qui suscite le désarroi des populations. Et je vois mon cher frère Salomon Dedi Moussinga qui nous parle du Masoso Manyambe. Effectivement, vous savez que le Ngondo qui est entré, mais fort heureusement, dans la liste, sur la liste du patrimoine matériel de l'humanité après le Ngondo de chez Libamoun. Le Ngondo, comment le Ngondo a été formé? Un Ngondo, c'est vraiment, et c'est pour cette raison que